Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Si vous habitez à Bruxelles ou que vous avez un peu suivi ce que j'ai posté sur Instagram, vous saurez que ces 2 dernières semaines a eu lieu le BIF, Festival de films fantastiques. Pour le podcast, j'y suis allée avec ma petite accréditation, j'ai vu plusieurs films et je voulais vous en parler parce que il y a quelques petites pépites qui pourraient vous plaire. Épisode spécial donc, où je ne parle pas d'un mais de 4 films. Une autre petite particularité, c'est qu'ils sont tous, sans exception, réalisés par des femmes. C'est parti pour la petite sélection de films décalés, tragiques, gore et tournés vers les personnages féminins. Et on commence fort avec Dead Lover, qui est probablement le film le plus bizarre que j'ai vu depuis un moment. Ce film réalisé par Grace Glowicki m'a fait un peu penser à The Love Witch d'Anna Biller dans un certain point de vue. Ils sont très différents, déjà en termes de ton, mais je vais m'expliquer. Dans Dead Lover, on suit une fossoyeuse qui pue la mort et les cadavres. Elle rêve de trouver un amant et promet d'aimer cet amour pour toujours, de ne jamais, au grand jamais, le laisser filer. Un jour, elle rencontre l'être aimé, mais malheureusement pour elle, il décède peu de temps après. Elle va alors tout faire pour le ramener à la vie, y compris essayer de le faire repousser à partir d'un doigt, seule partie trouvée de son corps. Cette fossoyeuse, elle est un peu comme la sorcière dans The Love Witch. Son seul désir, c'est de trouver l'amour et d'être aimée. Il y a la même peur de vieillir seule, une peur qui est malheureusement fortement ancrée dans notre société et qui touche bien plus les femmes que les hommes. Ensuite, lorsqu'elle trouve enfin l'être aimé, elle va s'enfermer dans un rôle de caregiver pour lui. Elle va se donner à lui, elle va effectuer toutes les tâches pour le soulager et pour le rendre heureux. Elle qui était si libre, si étrange et hors des cases et conventions dans son rapport très proche avec la mort, elle va s'enfermer dans des rôles très conventionnels et assez traditionnels finalement. Ce film, il est assez queer, déjà parce qu'il n'y a que 4 personnes dans le cast et que du coup, des femmes jouent des rôles de personnages masculins et des hommes, ou plutôt un homme parce qu'en fait on est en présence d'un seul homme et de 3 femmes dans le cast, et bien des hommes qui jouent les rôles de personnages féminins, ça va arriver plus d'une fois ici. En plus, et ça c'est peut-être seulement ma propre interprétation, mais j'y vois une vision de l'amour tellement ouverte et à genre, ou en tout cas qui va pas se soucier du genre. Pour vous expliquer ce que je veux dire par là, je vais devoir vous en révéler un petit peu plus sur le film. Comme je vous le disais, la fossoyeuse, elle cherche par tous les moyens de faire revenir son amant à la vie. Après réflexion, elle tente de transférer l'âme de son bien-aimé, qui est enfermé dans son doigt. Je vous ai dit, c'était bizarre. À l'intérieur du corps de sa sœur, donc la sœur de son amant, qui est décédée il y a très peu de temps. Elle se retrouve alors en présence de la personne qu'elle a aimée et qu'elle aime toujours, donc qui est en soi un homme, mais qui se retrouve dans un corps biologiquement de femme. J'y ai directement vu une sorte d'allégorie d'un couple où l'une des personnes est transgenre, transitionne et où l'amour reste peu importe le corps. La fossoyeuse, elle est amoureuse d'une personne, et bien qu'elle désire un enfant et qu'elle désire également se faire pénétrer, elle le fait comprendre de façon assez explicite d'ailleurs. Le corps de la personne qu'elle aime, il ne semble pas vraiment être important. Il y a bien une réflexion de ce type avant qu'elle décide du corps qu'elle utilisera pour la transplantation entre guillemets, mais ça va pas constituer au final en un véritable frein. À la fin, cet amour, il est véritable. Il transcende les conventions et les corps pour ne s'attacher qu'à l'esprit et à la personne finalement. Je trouve que c'est un beau message dans un film hyper décalé, drôle et esthétiquement original. On dirait vraiment presque une pièce de théâtre dans sa construction, sa narration et son esthétique, une tragédie comique d'amour, de sexe et de mort. C'est ça l'amour. Le grand amour. Attendez, je crois qu'on s'est trompé de film là. Ah bah là c'est mieux. I'm going crazy. I've lost my mind. Best friend insanity.
I've lost my mind. I'm going crazy. I've lost my mind. Crazy. Je pense que tous les enfants qui ont grandi avec les films Disney ont dû voir Cendrillon. Certaines personnes ignorent que cette histoire est en fait encore plus ancienne. Il est assez difficile de donner une seule origine à l'histoire de Cendrillon en tant que telle, mais les versions qui sont les plus retenues aujourd'hui, à part celle de Disney évidemment, sont celles de Charles Perrault et des frères Grimm, qui sont très similaires d'ailleurs, mais qui ont quelques différences. Au cinéma, il y a eu énormément d'adaptations de ce conte, de Méliès à Disney, en passant par Branagh. Mais cette année, il y en a une qui a décidé de faire une relecture de ce conte plus brutale et plus sanglante. Ici, pas de souris, de fées et de chansons d'amour, mais du sang, du sexe et des vers solitaires. Là où on est habitué à suivre le point de vue de Cendrillon, Emily Blichfeldt nous propose ici, avec The Ugly Stepsister, de nous mettre du côté de la belle-sœur. Elle s'appelle Elvira, et avec sa mère, elles emménagent dans leur nouvelle demeure, le château d'Agnès, qui est en fait la Cendrillon de cette histoire, et son père, qui, par l'incroyable pouvoir du karma, décède peu de temps après. Pendant qu'Agnès pleure son père, Elvira rêve de son beau prince, espérant un jour pouvoir l'épouser. Lorsqu'une invitation au bal arrive, Elvira et sa mère vont tout faire pour qu'elle soit l'heureuse élue, même si pour ça, il va falloir la mutiler. Les thématiques abordées dans The Ugly Stepsister sont assez évidentes finalement. On assiste avant tout à une critique des standards de beauté, qui pousse les femmes à des comportements et des attitudes extrêmement dangereuses pour leur propre santé, mais qui sont aussi problématiques de manière plus générale. L'atteinte à la sororité, par exemple, en mettant les jeunes femmes et les femmes, généralement, en compétition pour gagner l'attention d'un ou des hommes de manière générale. C'est bien le cas dans cette histoire. Plusieurs jeunes filles sont entraînées à être bien comme il faut, entre guillemets, c'est-à-dire se tenir droite, être gracieuse, délicate, docile comme des petits chiots, soumises en somme, et mises l'une contre l'autre pour gagner le droit à s'approcher du prince. Dans ce climat, elles apprennent à se détester, à se méfier les unes des autres, et à ne pas se faire confiance, ce qui alimente le système les entraînant dans cette boucle sans fin. Pour s'élever, il faut descendre les autres. De plus, peu importe les efforts d'Elvira, un obstacle lui barre toujours la route, lui matraquant sans cesse l'idée qu'elle n'est jamais assez bien, malgré les transformations imposées à son corps. Et on n'est pas directement dans l'extrême. Ça commence par l'extraction de son appareil dentaire, qui était d'ailleurs la raison pour laquelle sa mère lui demandait de ne plus sourire à pleines dents. Oui, c'est horrible. Et puis on passe à la chirurgie du nez, à l'implantation de cils plus longs, à l'interdiction de manger, tout pour être en accord avec l'horrible phrase « Il faut souffrir pour être belle ». Si vous êtes une femme, vous avez déjà entendu cette phrase, prononcée sûrement sans second degré, ni mauvaise intention, mais pour moi cette phrase, elle est aussi problématique qu'un qui ne dit mot consent. C'est un très vieux adage qui remonte à quelques siècles où déjà les femmes souffraient pour cultiver leur beauté avec des corsets qui provoquaient suffocation, arrêt de la circulation sanguine et descente d'organes, ou encore des accessoires très encombrants qui les empêchaient de marcher ou de s'asseoir, comme les grandes armatures de robes de l'époque. Je vous assure, pour en avoir essayé moi-même, c'est vraiment une horreur. Les risques pour la santé sont donc ignorés parce que, vous savez, ce qui compte chez une femme, c'est qu'elle soit belle, La beauté, c'est évidemment culturel, donc là on va rester en Occident, qui est en fait l'origine du film et du conte de Cendrillon. Être belle ici, c'est être mince, avec des traits fins, des cheveux longs, pas de double menton, et avec de longs cils. Tout ça, c'est associé à la féminité selon les codes, et du coup, toute femme qui sort de ces injonctions, elle va se retrouver en dehors de la désirabilité féminine, c'est-à-dire être rejetée et ostracisée. Heureusement qu'aujourd'hui, on critique de plus en plus ce genre de diktat désastreux, mais dans The Ugly Stepsister, malheureusement, Elvira est née dans ses injonctions et baigne dans ses idées du matin au soir. Elle n'est jamais confrontée à un autre discours, parce que même lorsque sa mère lui dit que c'est l'intérieur et non l'extérieur qui compte, eh bien, elle la pousse à continuer à se mutiler et à se faire du mal, car la beauté et l'attention d'un homme n'a pas de prix. À la fin de la séance, j'ai vraiment eu envie de crier « Fuyons les exigences du patriarcat !» Parce qu'encore une fois, assister à la descente aux enfers d'une femme prisonnière des injonctions et normes de beauté, ça m'a vraiment attristée. Ce film, il dénonce et pointe du doigt des choses, mais comme pour The Substance, enfin, ça c'était mon ressenti, il y a vraiment une bienveillance envers tous les personnages féminins en somme, même celles qui commettent des actes
répréhensibles. Elles sont toutes conditionnées d'une certaine manière, et cette histoire, elle va pas tomber dans le piège d'inversion des rôles, c'est-à-dire de faire de la belle-sœur la gentille et Cendrillon la méchante. Au contraire, ces deux personnages, ils sont complexes, elles se tirent dans les pattes, mais elles s'entraident aussi à différents moments du film. J'aimerais encore vous parler de cette pépite, mais tout ce que je peux dire ici, j'espère vraiment qu'il sortira en salle parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Déjà pour les thématiques abordées, mais aussi pour cette bienveillance, ainsi que le visuel qui est juste incroyable, le cast qui donne tout, les costumes de folie et le gore dégueulasse à souhait. I don't think I'm gonna get much sleep tonight. Me either. What if we're not good enough? If we're not, who is? Your visitor has arrived. I'm Virginia, your assessor. Over the next 7 days, you'll undergo close observation and formal testing To ascertain suitability for parenting. I want to get to know the real you. Is that a good idea? Yes. I was joking. Assessment is a rigorous process. It'll do. With a high threshold for success. Oh, Virginia. Oh my God. I need to assess all aspects of your relationship. How's assessment going so far? It's a nightmare. Dans The Assessment, on est plongé dans un futur dystopique où le monde tel qu'on le connaît a été détruit à cause de sécheresses intenses. À cause du manque de ressources, la reproduction est extrêmement contrôlée. Tout le monde doit prendre une contraception très puissante et chaque couple qui désire un enfant doit se soumettre à une évaluation d'1 semaine. On suit alors Mia, qui est jouée de façon très juste par Elizabeth Olsen, et son mari Ariane, qui sont observés chez eux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par l'assesseur Virginia, qui est jouée par Alicia Vikander. Leur désir de parentalité, il va être mis à rude épreuve, et l'évaluation va progressivement tourner au cauchemar. En allant voir ce film, je savais que ça parlerait de parentalité, et donc forcément j'étais hyper curieuse de voir comment la maternité allait être abordée. On est en présence d'un couple hétéro, mais la réalisatrice Fleur Fortuné nous fait surtout entrer en résonance avec l'expérience de Mia. On connaît son passé trouble avec sa mère qui l'a abandonnée, et on va surtout s'intéresser au lien qui va se créer entre elle et l'assesseur Virginia. Parce que pour les tester, Virginia va se comporter comme une enfant, et on va donc pouvoir observer les réactions du couple face à ce changement très étrange. Ce qui m'a évidemment frappée, c'est la différence des rôles entre Mia et Ariane, lui étant surtout présente pour les entre guillemets tâches les plus fun, c'est-à-dire quand il faut jouer avec Virginia, alors que c'est à Mia de s'occuper du bain, de l'habiller, de lui faire manger, etc. Évidemment, c'est un reflet de notre propre société, comme quoi, même dans un monde dystopique, on a une grosse différence au niveau du partage des tâches et de la responsabilité liée à la parentalité. Il y a évidemment une critique sous-jacente de la parentalité par rapport à l'environnement. Pendant l'évaluation, Mia et Ariane reçoivent des invités à dîner. L'une d'elles est très critique par rapport au fait de continuer à peupler leur monde alors qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Elle va même plus loin en disant que le désir d'avoir un enfant est un besoin archaïque et dangereux. Alors évidemment, le film il va pas forcément soutenir cette opinion en vous disant que avoir un enfant c'est mal et qu'il faudrait arrêter, mais je trouvais intéressant de souligner le questionnement de la parentalité dans un monde qui est gangréné par divers problèmes écologiques et environnementaux parce que, évidemment, ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un film qui est très sombre, très dur, parce qu'il montre de façon très frontale ce que ces règles et ce contrôle gouvernemental et sociétal sur la vie de chacun et chacune peut avoir comme conséquence sur le mental. J'aimerais vraiment dire plus, mais étant donné que le film il est pas encore sorti, je voudrais vraiment spoiler personne. Disons surtout que, de mon point de vue, le film est vraiment réussi par rapport au fait qu'il nous fait avoir beaucoup d'empathie pour ces personnages, surtout ces deux personnages féminins principaux, c'est-à-dire Mia et Virginia, l'une dans son désir de donner un sens à sa vie et d'avoir un enfant, et l'autre dans son déchirement entre faire son travail et regagner l'humanité qu'elle perd en le faisant. C'est un très bon film que je vous conseille chaudement. Winter smiles. A solitary essence, not forged for this world. Who only knew love through death. Bless you all. I've worked in various funeral homes. And recently one in Ashwoodley, till the incident that sadly closed it. A heart attack. You so very well deserved, you fucking bastard!
When could you start? Prepare yourself for this one, Sybil. It's such a waste of a life. Excuse me. This is dreamed of. Enfin, Broken Bird, c'est le premier long métrage de Joanne Mitchell qu'elle a coécrit avec son mari Dominic Brunt et qui est né à la base d'un court métrage qui dure une dizaine de minutes, qui est lui sorti en 2018. Dans Broken Bird, on fait la rencontre de deux femmes en deuil. L'une est policière et s'appelle Emma, qui est interprétée par Zachariah Claxton. L'autre est croque-mort. C'est elle qu'on va suivre majoritairement. Elle s'appelle Sybil et elle est jouée par l'incroyable Rebecca Calder, hyper envoûtante dans ce rôle hyper complexe. Sybil et la mort se côtoient depuis longtemps. Petite, elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. De là naissent, et on peut le comprendre, de gros traumatismes. Petit à petit, Sybil, elle s'enfonce de plus en plus dans son imaginaire et elle trouve refuge dans la mort. D'abord en s'entourant de cadavres d'animaux empaillés, ensuite de ceux d'êtres humains. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et interpellant dans ce film, c'est les différentes façons dont les personnages féminins traversent le deuil et que, quelque part, les deux façons finissent par être critiquées par leur entourage et par la société. D'abord, on a Emma. Après que son fils soit décédé et que son cadavre ait mystérieusement disparu, elle est complètement détruite. Elle va boire beaucoup, elle va beaucoup pleurer et son travail va en être affecté, ce qui va aussi amener son ex-mari à la critiquer et à l'invalider dans sa tristesse sous prétexte qu'il est temps de tourner la page quand même. De l'autre côté, il y a Sybil qui s'intéresse au macabre, chose qui est assez vite stigmatisée dans notre société. En manque d'attache et d'amour, elle va s'accrocher à la mort, ce qui est évidemment pas sain, surtout lorsqu'il s'agit littéralement de vivre avec des cadavres. Deux manières donc profondément différentes d'affronter le deuil et la mort. Une de mes scènes favorites du film montre Sybil à son travail, en présence d'une femme veuve, qui rend visite au cadavre de son mari avant l'enterrement. Ce qui commence en crise de larmes se transforme en règlement de compte lorsque la femme déverse sa rage et explose les mauvaises actions de son mari quand il était encore en vie. Violence, dette et j'en passe. Sybil a une brillante idée, elle l'intime à le frapper. On finit par se rendre compte que c'était que le fruit de son imagination, que ce n'était pas réel, mais il y a tout de même une importance dans cet acte, une colère non retenue et un rapport aux morts très différent des conventions. Je vous recommande donc ce film, tout d'abord parce que, selon moi, il s'agit d'une pépite de cinéma de genre. Les performances sont absolument incroyables, le visuel est bluffant, et chaque minute nous questionne, nous fait anticiper pour ensuite venir nous surprendre de manière extrêmement intelligente et subtile. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment été touchée par ce film. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été super heureuse de rencontrer sa réalisatrice pour lui poser quelques questions. Je vous laisse avec l'interview. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout, continuez de regarder des films. Au début du film, il y a une scène où Sybil lit de la poésie à une audience dans une sorte de bar et il y a un homme qui a l'air ennuyé, il soupire. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intentionnel là-dedans? Not really. I mean, I think it's just it was sort of a little bit of northern comedy in a sense. Her poetry isn't good. You know, it's pretty shocking. It's pretty bad. So Pas vraiment. Enfin, je veux dire, c'était plutôt pour ajouter une sorte d'aspect comique. Mais je pense que sa poésie n'est pas très bonne. Elle est choquante et plutôt mauvaise. Dans le nord de l'Angleterre en particulier, il y a pas mal de vieux pubs anglais où on peut voir ce genre de soirée de lecture de poésie. Je sais pas si vous avez ça ici, mais là-bas, c'est le cas. Et elles peuvent être un petit peu prétentieuses. Alors évidemment, c'est vraiment super pour les gens de pouvoir présenter leur travail, mais dans le film, on voulait justement que ça soit pas trop sérieux. La vie de Sybil a été très dure et la poésie, c'est sa façon de s'exprimer, elle et ses démons. Ce n'est juste pas de la bonne poésie. Je ne voulais pas qu'on se prenne trop au sérieux. Et cet homme dont tu parles, c'est mon mari. C'est lui qui a écrit le script d'ailleurs. Il est aussi acteur et il est très bon avec la comédie. C'était très drôle à faire.
but he's very good at comedy. He just had really good timing. And yeah, it was fun to do. Est-ce qu'il a aussi écrit le script pour le court-métrage? No, he didn't have anything. He was one of the producers. Non, il était seulement à la production. L'idée originale venait de Tracy, qui joue Sibylle dans le court-métrage. Et puis j'ai écrit le script moi-même. Donc non, il n'était que le producteur. But yeah, no, Dom didn't have anything to do with that really, apart from producing. Comment est-ce que cette histoire assez sombre vous est venue à l'esprit? It's all credit to Tracy, really, because she just sent us an email out of the blue and said, look, I've got this idea for a short film. I mean, I thought, God, this is a really great idea. And Dom was like, my other half. C'est surtout grâce à Tracy qui m'avait envoyé un mail un jour pour dire qu'elle avait eu cette idée pour un court-métrage. Et j'ai trouvé cette idée super. Dom, à ma moitié, ne pouvait pas s'en occuper car il était sur d'autres projets à ce moment-là. Moi, j'ai toujours voulu réaliser un film, mais je me suis toujours dit que je n'étais pas faite pour ça. Je n'avais pas cette confiance en moi. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi? Oui, je veux le faire. J'ai déjà coproduit et coécrit des films dans le passé, et donc je lui ai répondu que j'allais réaliser son idée de scénario, que j'allais écrire, et je lui ai donné le rôle de Sibylle. On l'a filmé en 2 jours, avec pas grand-chose et beaucoup d'aide d'amis. Forcément, ça a un petit peu coûté, comme toujours. Et voilà, c'est comme ça que ça a évolué. Il a été projeté en festival au Royaume-Uni et à l'international, et j'aimais vraiment le personnage. Donc on a travaillé sur une histoire, et ça a évolué jusqu'au script final pour le film. Beaucoup d'évolution, oui. Vous aviez dit que vous vouliez comprendre le personnage, pourquoi elle fait ce qu'elle fait. It's only a short film, it's like, what, 12 minutes or something, and I really thought there was something going on with this character, and so I was thinking about it for years, where she came from, why she does the terrible things that she does, and we're all human beings, and we're all... Oui, parce que le court-métrage ne fait que 12 minutes, et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec ce personnage. Ça a été un travail sur plusieurs années, d'où elle vient, pourquoi elle fait tout ça... On est tous des êtres humains et on est tous un peu perturbés, dérangés et sombres. Et je me disais que c'était pas seulement aux hommes de représenter ce genre de rôle. Je voulais explorer cet aspect des femmes qui ont plusieurs facettes et qui peuvent aussi faire des choses affreuses. On n'est pas toutes des mères, des épouses ou des victimes. Donc c'était important d'embellir tout ça avec Sibylle. C'était très important pour moi qu'on l'apprécie et que le public se dise en sortant du film qu'ils aiment ce personnage et que ça les perturbe. Et je pense que j'ai réussi, en tout cas d'après les retours que j'en ai. C'est le message que j'entends, donc c'est pas mal. Dans ce film, je trouve qu'il y a des manières très différentes de gérer le deuil et la mort. Il y a Emma qui boit beaucoup et qui pleure, et puis on a Sibylle, qui va évidemment pas bien mentalement, mais elle a l'air presque heureuse. Pensez-vous que dans notre société, on attend des femmes qu'elles fassent leur deuil d'une certaine façon? Grief is going to affect people very differently. There's no formula, and if someone had that in a bottle, and they'd be multi-billionaires. I've had grief in my life, and most people have had grief on some level in their lives. Le deuil va impacter chaque personne de manière différente. Il n'y a pas de formule, et si quelqu'un l'avait, elle serait millionnaire. La plupart des gens ont déjà vécu le deuil, moi y compris, et ça m'intéressait. Je pense beaucoup à la mort parce que c'est quelque chose d'inévitable. J'ai toujours mes parents et mes enfants, donc j'ai beaucoup de chance, mais je suis consciente que les choses peuvent changer en un clin d'œil. Donc oui, j'y pense beaucoup. Beaucoup de mes amis sont décédés de façon cruelle, parfois choquante, alors je crois que je suis intéressée par la façon dont on fait face au deuil. Comment parfois ça peut être paralysant, et certaines personnes gèrent ça, en tout cas en surface, mieux que d'autres. Je connais des gens qui ont une vision très positive de la mort, généralement à cause de leurs croyances. Donc évidemment, elles sont endeuillées, mais elles croient qu'elles reverront la personne décédée, que la personne renaîtra, ou que sais-je.
D'autres pensent que c'est simplement la fin. Un trou noir et c'est tout. Alors oui, c'est un sujet très intéressant. Emma, Sybil et Mr. Thomas ont tous leur façon de faire face à la mort, et c'est un thème qui connecte tous les personnages, mais différemment, comme tu l'as mentionné. Mr. Thomas n'arrive pas à lâcher prise. Pour Sybil, la mort l'excite parce que c'est la seule chose qu'elle connaisse. Après qu'elle ait découvert Mark pour la première fois, elle est d'abord choquée, mais après elle se dit que ça peut être quelque chose de positif pour elle. Et puis il y a Emma, et de tout ce qui lui est arrivé d'horrible et de tragique, c'est une femme forte, mais ça arrive vraiment à tout le monde. Sybil est le personnage central, mais il y a tous ces autres personnages autour qui aident à construire cette histoire. Rebecca, qui joue Sybil, est incroyable et nuancée. On a beaucoup discuté à propos de son personnage et elle a été merveilleuse. Elle l'a vraiment comprise. Donc j'ai vraiment trouvé la perle rare quand je l'ai castée. Mais Sacha Rissa Claxton, qui joue Emma, était tout aussi impressionnante. Elle était vraiment l'opposé en tant que personne, dans son travail. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas cette grande vulnérabilité en tant que policière. Et puis il y a Mr. Thomas, et c'était très important pour leur vie à tous de se rencontrer à un moment donné. But equally, Sacha Rissa Claxton, who plays Emma, was equally fabulous because, you know, she really was the opposite with her practicality and her, you know, she, as a person, as her job, but it didn't mean to say that she didn't have huge amounts of vulnerability, even though she was a policewoman and all those kind of things. And it was really important for them all to sort of meet. Their lives collide. J'aimerais aussi brièvement revenir sur la scène avec la veuve et son mari mort, quand elle commence à dire toutes ces choses qu'on n'attend pas du tout, et Sybil qui l'invite à le frapper. On se rend compte que tout ça c'était dans sa tête, mais quelle était l'idée derrière cette scène incroyable? It's a fantasy, isn't it? You know, just because someone's dead doesn't mean to say that they were necessarily a good person. And you know, grief. Évidemment, c'était dans sa tête. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que ça veut dire qu'elle était une bonne personne. Il y a cette idée que quand une personne meurt, tout est pardonné. Mais c'est pas nécessairement le cas, hein. Et certaines personnes sont coincées dans un mariage malheureux, certaines personnes sont très cruelles envers les autres, et certaines personnes, comme Madame Fisher, la veuve, restent avec leur conjoint malgré tout. Et c'était vraiment un connard avec elle, hein, mais elle est restée à ses côtés, et c'est le cas de beaucoup de femmes depuis des siècles. Donc c'était un peu une sorte de vengeance que tu ne pourrais jamais faire. Enfin, peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, je n'en sais rien. Mais oui, c'était une sorte de fantasme pour Sybil, mais aussi pour Madame Fisher, si tu vois ce que je veux dire. On peut s'imaginer qu'elle était trop propre sur elle pour vraiment le faire, mais c'était un peu comme une sorte de point de rencontre entre leurs deux esprits. Sybil qui l'encourage à se débarrasser de sa colère, même si au final c'était juste dans sa tête. Meeting of minds between Sybil and Mrs. Fisher, she was kind of encouraging her to get rid of her anger, even though it was a fantasy. Est-ce que c'est important pour vous d'apporter des représentations de personnages féminins plus complexes à l'écran, au-delà de la dichotomie badass-victime? Et est-ce qu'on peut s'attendre à ça dans vos futurs projets? Well, I've got quite a few scripts that I've been working on, and I think yes. Oui, il y a plusieurs scripts sur lesquels je travaille. Pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est important que les personnages, surtout les personnages féminins, et j'inclus aussi les personnages non-binaires entre autres, soient représentés. Je pense que l'horreur est un super endroit pour explorer ça sans être pris trop au sérieux. Mais le message reste clair. Moi-même, je suis dédiée à l'exploration de tout ça. Mon prochain film, Magdalene Doesn't Matter, est à propos d'une petite fille, de deuil et de perte encore une fois, mais aussi la transformation de tout ça et à quel point les enfants sont forts et perspicaces. J'espère que la production commencera l'année prochaine. On croise les doigts. Pour l'instant, on est encore au casting. Vous continuez à jouer aussi ? Oui, ce n'est pas mon focus premier, mais j'en fais encore. J'ai fait un projet pour un ami à moi qui réalise un film et j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Si c'est un bon rôle, si les personnes sont cool, j'adore ça. J'adore jouer.
Mais pour l'instant, j'ai un coup de cœur pour la réalisation et j'y prends beaucoup de plaisir. Okay, I'm gonna have to finish up because this is gonna take my place. But thank you so much for having me.